Le décryptage de la prestation d'Emmanuel Macron mardi, les déclarations de Christian Estrosi sur les Gilets jaunes, c'est le sommaire du numéro 29 du Petit Coup de Bourbon, un peu particulier puisque les députés ne siègent pas cette semaine. Le président de la République s'est donc adressé à la nation mardi soir, habité par une fièvre évangéliste qui rappelait les accents de la campagne présidentielle et les cours de théâtre que dispensait son épouse quand il était lycéen à Amiens. Une allocution pour dire quoi au fait ? Nous sommes ce peuple de bâtisseurs. Nous avons tant à reconstruire. Alors oui, nous rebâtirons la cathédrale Notre-Dame plus belle encore. Et je veux que cela soit achevé d'ici 5 années. Nous le pouvons. 5 ans. Faisons semblant d'y croire un instant. Cela nous mène à 2024 et aux Jeux Olympiques de Paris. Cela méritait-il qu'Emmanuel Macron vînt devant les caméras ? Un communiqué eût suffi. Peut-être voulait-il nous suggérer qu'il faudrait le rélire en 2022 pour que la promesse soit tenue. Peut-être. Mais il y avait un autre message, un message électoral. Écoutez bien. L'incendie de Notre-Dame nous rappelle que notre histoire ne s'arrête jamais, jamais, et que nous aurons toujours des épreuves à surmonter, que ce que nous croyons en quelque sorte indestructible peut aussi être atteint. Tout ce qui fait la France, matériel et spirituel, est vivant, et pour cette raison même est fragile. Et nous ne devons pas l'oublier. Et c'est à nous, les Françaises et les Français d'aujourd'hui, qu'il revient d'assurer au long du temps cette grande continuité qui fait la nation française. Cela ne vous rappelle rien ? Ce refrain permanent sur la menace populiste qui aurait déjà submergé le pays sans la clairvoyance de l'hôte de l'Élysée. Oui, Emmanuel Macron poursuit sa campagne électorale. Hier, c'était le grand débat. Aujourd'hui, c'est Notre-Dame. Tout est prétexte à marteler cet unique message. Moi ou le chaos. Car ramenons l'incendie de Notre-Dame à sa juste proportion. S'il impacte assurément l'imaginaire national, on ne peut laisser croire qu'il menace la stabilité de notre vie collective ou la continuité des institutions. Souvenons-nous des attentats du 13 novembre 2015 et leur cortège de sang. Là, oui, le pays aurait pu sombrer. Il ne l'a pas fait. Quelle que soit l'émotion collective, cette dramatisation est malhonnête. Emmanuel Macron cherche à se poser en chef de guerre. Entendez-le. Le feu venait d'être vaincu, à peine. Le feu n'a pas été éteint, il a été vaincu. Et la métaphore a été filée jusqu'à nommer hier un militaire à la tête de la mission chargée de surveiller les travaux. Rien moins que l'ancien chef d'état-major des armées, le général Jean-Louis Georgelin. Le retour de l'alliance du sabre et du goupillon. Et le mouvement social, et les gilets jaunes. Je reviendrai vers vous comme je m'y étais engagé dans les jours prochains, pour que nous puissions agir collectivement suite à notre grand débat. Mais ça n'est pas le temps aujourd'hui. Demain, la politique et ses tumultes reprendront leurs droits, nous le savons tous. Après le temps de l'épreuve, viendra celui de la réflexion, puis celui de l'action. Mais ne les mélangeons pas. Ne nous laissons pas prendre au piège de la hâte. J'entends, comme vous, je sais toutes les pressions. Je sais en quelque sorte l'espèce de fausse impatience qui voudrait qu'il faut réagir à chaque instant, pouvoir dire les annonces qui étaient prévues à telle date, comme si être à la tête d'un pays n'était qu'administrer des choses et pas être conscient de notre histoire, du temps, des femmes et des hommes. Piège de la hâte, fausse impatience. Voilà juste 5 mois que le pays attend une réponse, depuis le 17 novembre. Si ce n'est pas de la patience, ça. À vrai dire, Emmanuel Macron, s'il avait été habile, aurait pu conjuguer les annonces concluant le grand débat et celles concernant Notre-Dame. Ne s'agit-il pas de rebâtir là un bâtiment, ici la Concorde nationale ? Ne s'agit-il pas du sang et de la sueur des hommes, ceux d'hier et ceux d'aujourd'hui ? Il pouvait être gaullien. Mais non, pour le chef de l'État, la souffrance du peuple ressort du tumulte politique, du vulgaire, de l'intendance. Lui tutoie l'éternité, celle de la monarchie et son manteau de cathédrale. Il ne faut pas négliger ce trait de caractère. Par 2 fois déjà, Emmanuel Macron est allé s'incliner à la basilique Saint-Denis devant les tombeaux des rois de France.
La première fois, c'était au lendemain de sa candidature à l'Élysée. La seconde fois remonte à l'année dernière. Et en juillet 2015, ne soulignait-il pas dans une interview que la figure du roi était le grand absent de la politique française? Bref, en quête de sacrer, notre monarque républicain n'entend pas aujourd'hui se laisser voler son moment de communion. Surtout par des foules haineuses, pour reprendre ses mots. Et puis il y a un petit calcul politique derrière ce prêche télévisé. Le détail des décisions concluant le grand débat est connu. La plupart des rédactions, pas celles du média, ont reçu le texte de l'intervention présidentielle une bonne heure avant l'horaire prévu pour l'allocution, annulée in extremis, de lundi. Que voulez-vous? Il faut un peu de temps pour rédiger un article. Voilà donc les médias plongés dans une curieuse situation. Comment résister à la tentation de dévoiler les intentions du chef de l'État, sachant que le concurrent a les mêmes informations? Dans les dernières heures, chacun y est allé de ses pseudo-révélations. Énumérons-les. Réduction du nombre de parlementaires, dose de proportionnelle aux législatives, simplification du référendum d'initiative parlementaire, recours possible au RIC pour les sujets locaux, moratoire sur les fermetures d'écoles et d'hôpitaux, évaluation de la suppression de l'ISF, suppression de l'ENA, réindexation des petites retraites inférieures à 2 000 €, garantie de l'État pour le versement des pensions alimentaires. Vous n'avez entendu aucun responsable politique commenter ces mesures? C'est normal. Tant que le président n'a pas prononcé son allocution, elles n'ont pas d'existence officielle, et donc impossible de les critiquer. En revanche, les éditorialistes les dissèquent à foison, assurant ainsi gracieusement le service après-vente. Cet opportunisme pourrait cependant se fracasser sur la souscription nationale. Comment les Français ne se poseraient-ils pas des questions alors qu'on leur répète qu'il est impossible de financer la santé, l'éducation ou les retraites? Voilà qu'ils découvrent qu'on peut lever 1 milliard d'euros en quelques heures pour une cathédrale. Et quand ils avancent dans leurs réflexions, ils s'aperçoivent que par le jeu des déductions fiscales, les riches choisissent en fin de compte à quoi va servir leur impôt. Des riches comme des moins riches ont donné de l'argent au fond. Chacun a donné ce qu'il a pu. Chacun à sa place. Chacun dans son rôle. Le voile de l'émotion ne masquera pas longtemps ce constat. En Macronie, l'argent est roi. On le subodoré, il se trouverait bien un responsable politique pour appeler à la fin des manifestations des Gilets jaunes à la faveur de l'incendie de Notre-Dame. C'est Christian Estrosi, le maire de Nice, qui s'y est collé. On l'écoute. Je demande très clairement à ce qu'on cesse toute manifestation dans ce temps où les Françaises et les Français ont besoin de se retrouver. Cette semaine, c'est Pessa pour la communauté juive, ce sont les fêtes pascales pour la communauté chrétienne. Je crois qu'il est important de respecter tout cela. Il faut apparemment le rappeler, la République est laïque. Qu'un élu avance à proximité des fêtes religieuses pour appeler à la fin des manifestations est tout simplement sidérant. Mais, par les temps qui courent, les principes républicains sont souvent malmenés.